ma mère a décidé de donner mon appartement à ma sœur, comment j'ai posé des limites, grâce à des enregistrements secrets je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à enregistrer, en secret, des conversations de famille. Pourtant, à 27 ans, me voilà assis dans mon appartement d'une chambre à Chicago, en train d'écouter les fichiers audio des tentatives de manipulation de ma mère. Je m'appelle Michael, et voici l'histoire de la façon dont j'ai fini par m'opposer à la dynamique toxique de ma famille, en documentant absolument tout. Laissez-moi vous situer le contexte. Je suis l'aîné de 3 enfants. Ma sœur Emily a 20 ans, elle est actuellement à l'université, et mon plus jeune frère Nathan a 18 ans, il commence tout juste sa première année d'études supérieures. Nos parents, David et Patricia, ont divorcé quand j'avais 15 ans. Papa s'est remarié, et s'est installé à Seattle, tandis que maman nous élevait dans la banlieue de l'Illinois. Le divorce a été très conflictuel, et maman ne s'en est jamais vraiment remise, que ce soit sur le plan financier ou émotionnel. J'ai toujours été le fils responsable. J'ai commencé à travailler à 14 ans, j'ai payé mes études universitaires grâce à des bourses et des prêts, et j'ai décroché un emploi très correct de développeur de logiciels, immédiatement après l'obtention de mon diplôme. Il y a 2 ans, j'ai réussi à acheter un appartement, modeste mais parfait pour moi, dans le quartier de Lincoln Park. Ce n'est rien d'extraordinaire, seulement 60 mètres carrés, mais il possède des murs en briques apparentes, du parquet au sol, et, surtout, il est entièrement à moi. Emily, en revanche, a toujours été l'enfant gâté de maman. Elle étudie le marketing à l'université de Paul, et vit dans un studio exigu, dont maman aide à payer le loyer. Son logement est minuscule, à peine 28 mètres carrés, situé dans un quartier peu fréquentable. Maman se plaint constamment des conditions de vie d'Emily, comme s'il me revenait, d'une manière ou d'une autre, de régler le problème. Les ennuis ont commencé il y a 6 mois, lorsqu'Emily s'est mise à passer de plus en plus de temps chez moi. Au début, cela ne me dérangeait pas. Elle venait pour étudier, affirmant que mon appartement était plus calme que le sien. Puis, elle a commencé à amener des amis, à y passer la nuit, et à ranger ses vêtements dans mes placards. Sans que je m'en rende compte, elle s'est retrouvée à loger chez moi 4 soirs par semaine, ce qui a doublé mes factures d'électricité et d'eau. Quand je lui ai suggéré, très gentiment, de participer aux charges ou de passer un peu plus de temps dans son propre appartement, elle a couru se plaindre directement auprès de maman. C'est à ce moment-là que la véritable manipulation a débuté. Michael, la famille s'entraide, me répétait maman, lors de ces fameux appels téléphoniques. Ta sœur est en train de s'épuiser dans ce logement affreux. Tu as tout cet espace pour toi tout seul. C'est égoïste de ne pas partager. Maman, j'ai travaillé dur pour m'offrir cet appartement. Je rembourse encore mes prêts étudiants. Oui, mais Emily a un espace tellement restreint, et tu sais très bien que son quartier n'est pas sécurisé. Comment peux-tu laisser ta sœur vivre ainsi, alors que tu as un si bel endroit? Ces discussions sont devenues hebdomadaires. Puis, maman a passé à la vitesse supérieure. Elle s'est mise à débarquer à l'improviste, toujours accompagnée d'Emily. Elles arpentaient mon logement, faisant des remarques sur la place dont je disposais, soulignant que les manuels scolaires d'Emily s'intégreraient parfaitement dans ma bibliothèque, ou que mon second placard pourrait accueillir sa garde-robe. Il y a 3 mois, maman a lâché une véritable bombe. Elle m'a appelé un mardi soir, alors que j'étais en train de corriger des lignes de code pour un projet professionnel. Michael, j'ai réfléchi. La solution la plus logique serait que toi et Emily échangiez vos appartements. Tu es célibataire, tu n'as pas besoin de tout cet espace. Emily pourrait recevoir ses amis, étudier convenablement. Et se sentir en sécurité. Tu ferais des économies en vivant dans un espace plus restreint, et nous prendrions en charge la différence de loyer. J'ai fait glisser mon téléphone entre mes doigts. Tu veux que j'abandonne l'appartement que j'ai acheté pour aller m'installer dans la location d'Emily? Pas abandonner, mon chéri. Échanger. C'est temporaire, juste le temps qu'Emily termine ses études. Maman, je suis propriétaire de mon appartement. Emily loue le sien. L'immobilier ne fonctionne pas ainsi. Ne te montre pas difficile, Michael. Nous réglerons les détails. Emily pourrait te verser un loyer pour ton logement, et toi, tu occuperais le sien. Le loyer qu'elle paie pour son studio ne couvrirait même pas la moitié de mon prêt immobilier. Eh bien, nous trouverons une solution. L'important, c'est de veiller sur ta sœur. Cette conversation a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais, au lieu d'argumenter,
j'ai pris une initiative inédite pour moi. J'ai commencé à collecter des preuves. J'ai acheté une application d'enregistrement discrète pour mon téléphone, puis j'ai commencé à sauvegarder chaque échange. J'ai pris des captures d'écran de tous les SMS culpabilisants. J'ai conservé chaque email manipulateur. J'ai même installé une caméra de sécurité à l'entrée de mon appartement, après avoir découvert que maman avait réussi à obtenir un double de mes clés auprès d'Emily. Les éléments que j'ai accumulés au cours du mois suivant étaient édifiants. Maman m'a traité d'égoïste à 43 reprises. Elle a menacé de me déshériter 12 fois, ce qui est ironique, puisqu'elle n'a aucun patrimoine à transmettre. Elle m'a accusé de ne pas aimer ma famille 28 fois. Elle m'a comparé, de façon très dévalorisante, à mon père absent à 18 reprises. Enfin, elle a raconté à toute notre famille élargie que je refusais de soutenir ma sœur en difficulté, en omettant délibérément de préciser que les problèmes d'Emily étaient en grande partie le fruit de ses propres choix. Et que maman l'encourageait dans son refus de gérer un budget ou de travailler à temps partiel. La caméra de sécurité a également capturé des moments mémorables. On y voyait maman et Emily s'introduire chez moi pendant mes heures de travail, mesurer les pièces, prendre des photos, et fouiller dans mes placards. Emily s'est même allongée sur mon lit en déclarant « Ce sera parfait quand Brandon viendra dormir ici ». Brandon est, pour information, son petit ami, dont maman ignore l'existence parce qu'il a 25 ans et qu'il est sans emploi. La semaine dernière, j'ai tout structuré dans un dossier complet sur mon ordinateur, des fichiers audio classés par date et par sujet, des captures d'écran ordonnées de manière chronologique, et des extraits vidéo montrant leurs intrusions non autorisées. J'ai même pris le temps de transcrire les échanges les plus violents pour y accéder facilement. Ensuite, j'ai réalisé plusieurs copies de sauvegarde, l'une sur un disque dur externe, une autre sur un espace de stockage en ligne, et une dernière sur une clé USB que je conservais au bureau. Je ne voulais laisser aucune place au hasard. La confrontation a eu lieu hier. Maman avait organisé une énième réunion de famille à mon appartement. Elle n'a pas sollicité mon avis, elle s'est contentée de m'annoncer qu'elle et Emily viendraient pour régler définitivement la question du logement. Je savais que le moment était venu, et qu'elles allaient tenter de me forcer la main pour me faire accepter leur plan absurde. J'ai passé la matinée à tout préparer. J'ai connecté mon ordinateur portable à mon téléviseur, j'ai structuré mes preuves sous forme de présentation, et j'ai configuré mon téléphone pour enregistrer l'intégralité de l'entretien. Lorsqu'elles ont passé la porte à 14 heures, j'étais prêt. Maman est entrée avec son air autoritaire habituel, suivie de près par Emily qui affichait un sourire suffisant. Elles se sont installées sur mon canapé, comme si elles étaient chez elles. Michael, nous devons fixer le calendrier pour le déménagement, a commencé maman, sans aucun préambule. Le bail d'Emily se termine dans 2 mois, ce serait donc le moment idéal. Maman, arrête, ai-je coupé. Je t'ai répété à maintes reprises que je n'allais pas échanger mon appartement avec Emily. C'est ma maison, je l'ai achetée avec mon propre argent, et la discussion est close. Le visage de maman s'est empourpré. Michael David Henderson, tu ne vas pas me parler sur ce ton. Je suis ta mère, et c'est moi qui décide de ce qui est bon pour cette famille. Non, tu décides de ce qui arrange Emily, et j'en ai assez. Comment oses-tu? Maman, avant que tu n'ailles plus loin, il y a une chose que tu dois savoir. J'ai enregistré toutes nos conversations au cours du mois écoulé. Un silence de mort a envahi la pièce. Le sourire narquois d'Emily s'est évanoui. La bouche de maman s'est ouverte et refermée, à la manière d'un poisson hors de l'eau. Tu as fait quoi? J'ai allumé la télévision, puis j'ai lancé le premier fichier audio. La voix de maman a résonné dans la pièce. Michael, tu te montres d'un égoïsme sans nom. Quel genre de frère laisse sa sœur galérer pendant qu'il vit comme un roi? J'ai honte de toi. Maman est devenue livide. Tu m'as enregistré à mon insu. L'Illinois exige le consentement des 2 parties pour les enregistrements, ai-je répliqué posément. Cependant, ces enregistrements ont été faits chez moi, pour me prémunir contre le harcèlement. J'ai pris conseil auprès d'un ami avocat. Même si je ne peux pas les utiliser devant un tribunal, rien ne m'empêche de les diffuser à notre famille, ou sur les réseaux sociaux. Pour me défendre face aux mensonges que tu propages à mon sujet. J'ai lancé un autre extrait. On y entendait maman affirmer à ma tante que j'étais probablement homosexuel, puisque je refusais d'aider Emily, et que c'était pour cette raison que je me montrais si égoïste. Emily a étouffé un cri de surprise. Elle n'était pas au courant de cet épisode. Michael, je t'en prie.
Je n'ai pas terminé. J'ai affiché la vidéo de surveillance. Voici les images de toi et Émilie, entrant chez moi sans autorisation, pendant que j'étais au travail. C'est une violation de domicile. Je pourrais déposer plainte à la police. Maman s'est levée, tremblante de rage. Tu n'oserais pas, regarde bien. J'ai sorti mon téléphone. J'ai préparé une publication sur Facebook. Elle comprend l'enregistrement où tu me traites de déception, la vidéo de votre intrusion. Et les captures d'écran de tes messages menaçant de me renier si je ne cède pas mon appartement à Émilie. Toute notre famille élargie me suit sur ce réseau. Les membres de ta paroisse te suivent. Tes collègues de travail également. Un seul clic. Et tout le monde saura exactement qui est réellement Patricia Henderson. Émilie a fini par intervenir, d'une voix timide, « Michael, tu n'es pas obligé de faire ça. » Oh, que si. Je me suis tourné vers elle. Parce que tu as été tout aussi complice. Regarde, ici, tu expliques à maman que je cache forcément de l'argent sous prétexte que je peux m'offrir ce logement. Là, tu lui conseilles de me culpabiliser en utilisant le départ de papa. Et ici, tu planifies carrément d'installer ton petit ami chez moi sans en parler à personne. Comment as-tu pu? Vous avez eu ces conversations dans mon appartement, Émilie, en utilisant mon réseau Wi-Fi, avec des téléphones que j'aide à financer, sous prétexte que la famille s'entraide, comme le répète maman. Maman s'est rassise, totalement abattue. Qu'est-ce que tu veux? C'est très simple. Ce harcèlement s'arrête immédiatement. Plus de questions sur mon appartement, plus de culpabilisation, plus de mensonges propagés à la famille, et plus d'intrusions non autorisées. Émilie limitera ses visites à une fois par semaine au maximum. Et uniquement sur invitation. Et enfin, vous vous excusez toutes les deux. De vraies excuses, sincères, pour avoir tenté de me spolier de mon logement. Et si nous refusons? J'ai brandi mon téléphone. Alors, tout le monde saura tout. Ta réputation à l'église sera ruinée, ton statut au sein de la famille sera détruit. Et tes collègues sauront que tu as essayé de manipuler ton propre fils pour lui prendre son toit. J'ai même conservé l'enregistrement où tu admets avoir déclaré Émilie à charge sur tes impôts alors qu'elle ne l'est pas, ce qui devrait intéresser le fisc. Le visage de maman est passé du blanc au vert. Je n'avais pas prévu d'évoquer la fraude fiscale, mais elle devait comprendre que j'étais très sérieux. C'est du chantage, s'est écriée Émilie. Non, c'est de la légitime défense. Vous me faites du chantage affectif depuis des mois. Je me montre simplement plus efficace que vous. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes. Finalement, maman a pris la parole, d'un murmure à peine audible, « Je suis désolé d'avoir essayé de te forcer à abandonner ton appartement, pour les reproches, et pour les mensonges racontés à la famille. » J'ai jeté un regard à Émilie. Elle pleurait à chaudes larmes, mais je ne savais pas si c'était de honte ou de rage. « Je suis désolé moi aussi », a-t-elle bredouillé. « C'est juste que je déteste mon studio, et que le tien est magnifique. » Et maman dit tellement de choses. Je l'ai coupé, tu as 20 ans, Émilie. Il est temps d'arrêter de la laisser mener tes combats, et manipuler les gens à ta place. Elles sont parties peu de temps après, toutes les deux en larmes. Maman ne m'a plus rappelé depuis. Émilie m'a envoyé un message pour me demander si j'aurais réellement tout publié, ce à quoi j'ai répondu par un simple « oui ». La discussion de groupe de la famille est désespérément calme. Je me doute bien qu'elles cherchent une parade, mais elles savent que je dispose des preuves. Chaque manipulation, chaque mensonge, chaque tentative de culpabilisation est répertoriée, classée, et prêt à être diffusée. C'est un sentiment étrange. Une partie de moi se sent coupable d'avoir menacé ma propre mère, mais une part bien plus grande savoure sa liberté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'appréhende plus ces appels ou ces visites surprises. Je n'ai plus à justifier ma réussite, ni à m'excuser de fixer des limites. Mon appartement est paisible à présent. Il n'y a plus que moi, mes lignes de code, et mes murs en briques apparentes. C'est exactement ce qu'il me fallait. Première mise à jour, 2 semaines plus tard, je n'avais pas prévu de donner des nouvelles sitôt, mais les retombées de ma confrontation avec maman et Émilie ont été bien plus spectaculaires que prévu. Les premiers jours ont été d'un calme déconcertant. Pas d'appel, pas de message, aucune visite surprise. J'ai même pu passer une semaine entière à travailler à domicile, sans la moindre interruption.
Mais je savais que cette paix ne durerait pas. Maman n'a jamais été du genre à accepter la défaite avec philosophie. Le premier signal d'alarme est venu de mon frère, Nathan. Il m'a appelé lundi dernier, inquiet et un peu perdu. Mike, qu'est-ce que tu as fait à maman? Elle reste enfermée dans sa chambre à pleurer depuis des jours. Émilie refuse d'adresser la parole à qui que ce soit, et maman a sorti des propos bizarres en disant que tu étais devenu dangereux. J'ai poussé un soupir. Évidemment, elle tentait de se faire passer pour la victime. Nathan, est-ce que maman t'a expliqué ce qu'elle essayait d'obtenir? Quelque chose au sujet de l'appartement d'Émilie. Je lui ai fait parvenir 3 enregistrements audio, soigneusement sélectionnés, qui démontraient ses manœuvres sans pour autant dévoiler les secrets les plus gênants. Nathan est resté silencieux pendant un long moment après l'écoute. C'est pas vrai, Mike. Elle a vraiment essayé de te faire quitter ton logement? Oui, pendant 3 mois. Des reproches incessants, des mensonges à toute la famille, et même des intrusions chez moi. C'est de la folie. Je comprends tout à fait que tu aies tout enregistré. Nathan a fort heureusement compris la situation sur le champ. Il subit lui-même sa propre dose de pression maternelle depuis son entrée à l'université, maman insistant pour qu'il s'oriente vers le commerce plutôt que vers l'informatique, car la famille a besoin d'au moins un enfant qui réussisse. Ce sont ses propres mots, pas les miens. Mais la réaction de Nathan est restée une exception. Dès le mercredi, la famille élargie s'en est mêlée. Apparemment, maman s'était tournée vers sa sœur, ma tante Linda, en lui racontant une version larmoyante des faits, prétendant que je la menaçais et lui faisais du chantage. Tante Linda, qui a toujours joué le rôle de médiatrice dans la famille, m'a appelé ce soir-là. Michael, ta mère est bouleversée. Elle affirme que tu la menaces de l'humilier publiquement à cause d'un simple malentendu au sujet de vos appartements. Tante Linda, ce n'est pas un malentendu. Maman a tout fait pour me spolier de mon logement, et j'en ai les preuves enregistrées. Patricia a mentionné ces enregistrements. Michael, enregistrer les membres de ta propre famille en secret est une méthode profondément dérangeante. J'ai ri, d'un rire sans joie. Est-ce que maman t'a aussi précisé qu'elle s'introduisait chez moi en douce, ou qu'elle racontait à tout le monde que j'étais égoïste et probablement homosexuel parce que je refusais de céder ma place à Émilie? Est-ce qu'elle t'a parlé de sa fraude fiscale? Un grand silence s'est fait au bout du fil. Elle a oublié ces détails, n'est-ce pas, ai-je continué. Tante Linda, j'ai tout consigné. Veux-tu en écouter une partie? Ce ne sera pas nécessaire. Si, j'insiste. Je lui ai fait écouter l'enregistrement où maman déclarait à quelqu'un ironiquement, à l'époux de tante Linda, que j'étais une déception pour elle, et que j'avais sans doute un problème psychologique pour être aussi attaché à un simple appartement. Tante Linda a eu un haut-le-corps, elle a dit cela de toi à Robert le mois dernier. La conversation s'est terminée sur ces mots, ma tante bafouillant qu'elle avait besoin de réfléchir à tout cela. En l'espace de quelques heures, le groupe de discussion familiale a littéralement implosé. Tante Linda avait confronté maman au sujet de ses mensonges, et maman avait apparemment craqué, admettant avoir, quelque peu déformé, la réalité. Mais le véritable affrontement a eu lieu le vendredi. Brandon, le petit ami d'Émilie, celui dont maman ignorait l'existence, a d'ailleurs décidé d'intervenir. Il s'est présenté à mon appartement sans prévenir, essayant de jouer les gros bras. Tu dois t'excuser auprès d'Émilie, a-t-il lancé, tentant de se montrer menaçant bien qu'il fasse une bonne tête de moins que moi, et qu'il soit nettement moins charpenté. Elle pleure tous les jours par ta faute. Brandon, c'est bien ça? Le jeune homme de 25 ans, sans emploi, qui loge en secret dans le studio de ma sœur? Son visage a viré au rouge. Comment tu? Je sais absolument tout, Brandon. Y compris ton plan d'emménager dans mon appartement dès qu'Émilie aurait convaincu maman de m'expulser. Et oui, j'ai aussi enregistré cette conversation, celle où tu me traites de poule mouillée et qui finira par céder. Il a reculé d'un pas. Tu ne peux rien prouver. J'ai sorti mon téléphone, puis j'ai lancé l'audio. Sa propre voix a résonné dans le couloir de l'immeuble, ma puce, ton frère est une vraie chiffonne. Continue de travailler ta mère, et on récupère son superbe appart d'ici cet été. Tu penses toujours que je suis une chiffonne, lui ai-je demandé. Il a tourné les talons sans dire un mot. Émilie m'a appelé 1 heure plus tard, folle de rage que j'ai humilié Brandon. Je lui ai rappelé que son petit ami était venu chez moi pour tenter de m'intimider, et qu'il avait de la chance que je n'appelle pas la police pour harcèlement. Le week-end a apporté un nouveau rebondissement.
Mon père a appelé. Apparemment, maman l'avait contacté pour la première fois en 5 ans, afin de se plaindre de mon comportement cruel. Mon père, qui s'était montré très distant depuis le divorce, s'est soudainement découvert un rôle de protecteur. Michael, ta mère prétend que tu menaces de détruire sa réputation. Papa, quand as-tu pris de nos nouvelles pour la dernière fois? Ce n'est pas la question. C'est tout à fait la question. Tu as été absent pendant des années, laissant maman agir à sa guise, et nous manipuler tous, particulièrement moi. J'ai enfin décidé de me dresser contre elle. Et voilà qu'elle vient chercher ton aide. Où étais-tu quand elle essayait de me déposséder de mon appartement? Mon père est resté silencieux un moment. Elle essayait de te prendre ton appartement? Je lui ai envoyé l'intégralité du dossier de preuves, chaque enregistrement, chaque message, chaque vidéo. Il lui a fallu 2 heures pour tout consulter. Il m'a rappelé le soir même, c'est terrible, Michael. C'est de la maltraitance psychologique. Oui, papa, c'en est. Je suis désolé, j'aurais dû être là pour vous protéger. Eh bien, tu n'y étais pas, mais je gère la situation désormais. Papa a proposé d'intervenir auprès de maman, mais j'ai refusé. Sa présence n'aurait fait que compliquer les choses. Cette discussion m'a toutefois appris un détail édifiant, maman lui répétait depuis des années que nous ne voulions plus le voir, tout en nous martelant qu'il nous avait abandonnés. Une manipulation de Manuel. Le dimanche, l'équilibre familial s'était totalement inversé. Les proches qui soutenaient maman au départ ont pris leur distance. Tante Linda avait visiblement partagé ses découvertes avec d'autres membres de la famille, et la crédibilité de maman était réduite à néant. Le groupe de discussion de mes cousins, distinct du groupe principal, bruissait de messages de soutien à mon égard. Ma cousine Jennifer, qui exerce comme psychothérapeute, m'a contacté en privé, Michael. Ce que tu traverses s'appelle du chantage affectif et du détournement cognitif. Ta méthode de documentation est excellente. C'est précisément ce que je conseille aux patients confrontés à des personnalités narcissiques dans leur entourage. Cette reconnaissance m'a fait un bien fou. Pendant des années, je m'avais persuadé que j'étais trop sensible, trop égoïste, ou pas assez dévoué à ma famille. À présent, face à ces faits indiscutables et à ce soutien, je prenais conscience de l'impact dévastateur des agissements de maman sur l'estime que j'avais de moi-même. Mais la surprise la plus totale est survenue le lundi matin. Émilie s'est présentée chez moi, seule pour une fois. Elle avait une mine affreuse, les yeux rougis, les cheveux en bataille, vêtue d'un vieux sweatshirt de mon université qu'elle m'avait dérobé des années auparavant. « Est-ce qu'on peut parler ?» m'a-t-elle demandé à mi-voix. Je l'ai laissée entrer, tout en prenant soin d'activer discrètement l'enregistreur de mon téléphone, par précaution. Michael, j'ai réfléchi à toute cette histoire pendant la semaine. J'ai repensé à ces enregistrements, et je n'avais pas réalisé à quel point la situation était grave, à quel point je m'étais mal comporté. Émilie. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Maman me répète depuis le lycée que tu as eu toutes les chances, que papa te préférait avant le divorce, que tu avais de meilleurs gènes, de meilleures capacités intellectuelles, bref. Que tu avais tout réussi. Elle disait que la moindre des choses était que tu partages ta réussite avec moi. Papa ne m'a jamais préféré, Émilie. Il a simplement été plus présent durant ma petite enfance, avant la séparation. Je le sais désormais. Je l'ai appelé au téléphone, et nous avons parlé pendant 3 heures. Il m'a envoyé des photos d'enfance, prises avant que tout ne s'effondre. Tu as toujours cherché à me protéger, n'est-ce pas? Et moi, je me suis montré odieuse avec toi. Elle a fondu en larmes. C'était de vraies larmes cette fois, sincères, bien loin des pleurs simulés dont elle usait habituellement. Maman m'avait persuadé que cet appartement me revenait de droit, et que tu étais égoïste de refuser de m'en faire profiter. Pourtant, tu as travaillé d'arrache-pied pour obtenir tout ce que tu possèdes. Je n'ai jamais eu de travail de ma vie. Et je m'attendais simplement à ce que tout me tombe dans les mains parce que maman disait que je le méritais. Émilie, maman nous a tous manipulés. Oui, mais j'ai choisi d'abonder dans son sens. J'ai choisi de mentir sur Brandon. J'ai choisi de m'introduire chez toi en douce. J'ai choisi de tenter de te culpabiliser. J'ai 20 ans à présent, je ne suis plus une enfant, et je dois assumer mes actes. C'était la déclaration la plus mûre que je l'ai jamais entendue formuler. Nous avons discuté pendant 2 heures.
Elle m'a confié la pression que maman exerçait sur ses épaules pour qu'elle incarne la fille idéale après le divorce, de la façon dont elle s'en servait comme d'une arme contre notre père, et comment on l'avait habituée à me percevoir comme un rival plutôt que comme un frère. Je veux que cela change, a-t-elle conclu. Je vais me chercher un travail, un vrai travail, pas ce stage bidon que maman m'avait trouvé. Et je vais te rembourser l'électricité et l'eau que j'ai consommée chez toi. Ce n'est pas nécessaire, Émilie. Si, j'y tiens. Et je vais dire à maman de cesser ses agissements, sinon je couperai les ponts moi aussi. Tu n'as pas à prendre parti. Il ne devrait pas y avoir de clan dans une famille, Michael. C'est ce que je commence à comprendre. Elle est partie en me serrant sincèrement dans ses bras, le premier geste d'affection authentique entre nous depuis de très nombreuses années. Ce soir-là, maman a enfin rompu le silence. Mais, plutôt que de m'appeler, elle m'a adressé un email, un lourd message décousu, oscillant entre l'apitoiement sur elle-même, les reproches, et les tentatives de culpabilisation. Les points marquants étaient que j'avais anéanti la famille avec mes enregistrements, et que j'étais le portrait craché de mon père et de toute évidence, la pire insulte qu'elle ait pu concevoir. Elle ajoutait que je m'en mordrais les doigts après sa disparition, que ma sœur se liguait désormais contre elle par ma faute, que notre famille ne s'en relèverait jamais, et qu'elle songeait à déménager pour fuir la honte. J'ai rédigé une réponse sobre, « Maman, je t'aime, mais je refuse de subir tes manipulations plus longtemps. Lorsque tu seras disposée à bâtir une relation saine, basée sur des limites respectueuses, je serai là. D'ici là, s'il te plaît, respecte mon espace de vie. » Finalement, je ne l'ai pas envoyé. Ma cousine Jennifer, la thérapeute, m'avait recommandé de ne pas céder au chantage affectif. Toute réponse ne ferait qu'alimenter ce cercle vicieux, m'avait-elle expliqué. Laisse-la faire face aux conséquences de ses actes. Voilà donc où nous en sommes. Maman est en pleine crise, mais elle l'a cherché. Émilie semble fermement décidée à changer. Nathan s'inspire de mon parcours pour poser ses propres limites. Mon père tente de renouer le dialogue, même si je reste prudent sur ce point. La famille élargie est partagée, mais me soutient majoritairement. Quant à Brandon, Émilie a fini par le quitter après avoir compris qu'il ne s'intéressait à elle que pour obtenir mon appartement. Pour ma part, j'ai entamé une thérapie, une démarche que j'aurais dû faire depuis des années. J'y apprends à poser mes limites, à repérer les tactiques de manipulation, et à entretenir des relations saines. Mon logement est devenu un véritable havre de paix, et non plus un bastion à défendre à tout prix. J'ai également fait remplacer toutes mes serrures, et perfectionné mon système d'alarme. On n'est jamais trop prudent. Dernière mise à jour, 3 mois plus tard, cela fait désormais 3 mois que j'ai menacé de révéler au grand jour les agissements de ma mère, et je tenais à faire un dernier point sur l'évolution radicale de la situation. Les jours qui ont suivi mes dernières nouvelles ont été compliqués. Maman a gardé un silence absolu durant 3 semaines. Aucun appel, aucun message, aucun courriel. Pour quelqu'un qui avait l'habitude de me solliciter quotidiennement avec des reproches variés, cette absence de nouvelles était à la fois reposante et déroutante. Mais je savais bien que cela ne durerait pas, maman ne supportant pas de perdre le contrôle. Le tournant s'est produit à l'approche de la fête de Thanksgiving. Maman a envoyé un message collectif sur le groupe familial, « J'organise le dîner de Thanksgiving, comme chaque année. J'espère que vous pourrez tous venir, malgré nos récentes tensions familiales. » Les réactions ont été très réservées. Plusieurs membres de la famille m'ont contacté en privé pour savoir si je comptais m'y rendre. J'ai exposé clairement ma position, je n'y participerai que si maman acceptait de reconnaître ses torts, et de formuler des excuses sincères, non seulement à moi, mais aussi à Émilie et à Nathan. À la surprise générale, Émilie a réagi directement dans la discussion commune, « Je ne viendrai pas si Michael n'est pas le bienvenu, et s'il n'est pas traité avec le respect qu'il mérite. D'ailleurs, je viendrai accompagné de Brandon. Oui, mon petit ami. Celui dont tu feignais d'ignorer l'existence, maman. » Retournement de situation, Émilie n'avait en réalité pas rompu avec Brandon. Elle l'avait aidé, en secret, à se reprendre en main. Il avait trouvé un emploi, ils s'étaient installés officiellement ensemble dans son studio à elle et non pas dans mon appartement, et ils construisaient une relation stable, loin de l'emprise de maman. Nathan a aussitôt enchaîné, pareil pour moi. Mike a été la seule personne honnête dans toute cette histoire. S'il n'est pas le bienvenu, je ne viendrai pas non plus. Le groupe de discussion a littéralement implosé. Les cousins prenaient parti, les tantes s'efforçaient de calmer le jeu,
tandis que les oncles brillaient par leur silence. Mais le rapport de force avait changé. Pour la première fois depuis des années, la fratrie faisait bloc. Et maman n'a pas pu le supporter. Elle m'a appelé le soir même, en pleurant. Mais ce n'était pas des larmes feintes, j'avais appris à faire la différence. C'était des larmes de détresse, nées d'une réelle prise de conscience. Michael, je ne veux pas perdre mes enfants. Alors, arrête de vouloir tout régenter. Je ne sais pas comment faire, a-t-elle avoué. Ma propre mère agissait ainsi, c'est le seul modèle que je connaisse. Alors apprends, maman. Fais-toi aider. Entreprends une thérapie, une vraie, pas avec ce conseiller paroissial qui te dit uniquement ce que tu as envie d'entendre. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver un professionnel? C'était sa toute première demande d'aide sincère depuis des années. Je lui ai communiqué les coordonnées d'un spécialiste recommandé par Jennifer, un psychothérapeute spécialisé dans les dynamiques familiales et les troubles de la personnalité narcissique. À mon grand étonnement, maman s'y est rendue, et a poursuivi ses séances de façon régulière. Des consultations hebdomadaires qu'elle finançait elle-même, sans chercher à se faire valoir ni à attirer l'attention. Le repas de Thanksgiving s'est finalement déroulé en petit comité, chez Nathan, dans sa chambre universitaire. Maman s'est présentée intimidée, et très effacée. Elle avait apporté une lettre, rédigée avec l'aide de son thérapeute, dans laquelle elle présentait ses excuses à chacun d'entre nous pour des actes bien précis. Pas de généralité, pas d'excuses faciles, simplement des regrets honnêtes. Michael, a-t-elle lu, les mains tremblantes, je m'excuse d'avoir tenté de te spolier de ton appartement. Je m'excuse pour les reproches constants, les mensonges racontés à nos proches, et la violation de ta vie privée. J'ai eu tort de m'introduire chez toi sans ton accord. Et j'ai eu tort de vouloir diriger ta vie. Tu méritais un meilleur comportement de la part de ta mère. Elle a formulé des excuses similaires à Émilie et Nathan. Nous avons mangé des plats chinois à emporter, faute d'énergie pour cuisiner une dinde. L'ambiance était un peu guindée, mais authentique. C'était la première réunion de famille sincère que nous partagions depuis des années. L'épreuve décisive a eu lieu en décembre. Le travail thérapeutique de maman progressait, mais les vieux réflexes ont la vie dure. Elle m'a contacté pour l'organisation de Noël, et a commencé à retomber dans ses travers. Michael, comme tu possèdes le plus grand appartement, je me disais que... Maman. Elle s'est reprise, pardon. Je voulais dire, serais-tu d'accord pour organiser Noël chez toi? Sinon, nous pouvons le faire chez moi. Je vais y réfléchir. Entendu, tiens-moi au courant. Elle a raccroché sans insister, sans culpabilisation, et sans drame. C'était un détail, mais cela m'a paru extraordinaire. C'est finalement moi qui ai reçu pour Noël. J'avais fixé des règles très strictes, interdiction de dormir sur place, interdiction de fouiller dans mes affaires, et aucune remarque sur mon mode de vie ou mon logement. Maman a respecté scrupuleusement ses consignes. Lorsqu'Émilie s'est mise à pester contre son studio, maman est même intervenue. Émilie, c'est à toi de gérer tes problèmes de logement. L'appartement de ton frère lui appartient. Émilie et moi nous sommes regardés, stupéfaits. Qui était cette femme? Le mois de janvier a apporté d'autres changements. Maman a recommencé à fréquenter quelqu'un, ce qu'elle n'avait pas fait depuis sa séparation. Il s'agit d'un homme charmant, prénommé Richard, rencontré lors de ses séances de groupe et qui a lui-même connu des relations familiales complexes. Elle a sollicité notre accord avant de le présenter lors de nos réunions de famille, témoignant d'un respect pour notre intimité qu'elle n'avait jamais manifesté auparavant. De son côté, Émilie a obtenu une promotion dans son travail à temps partiel, et a commencé à économiser pour s'offrir un logement plus confortable. Elle et Brandon s'en sortent très bien, tous deux ayant entrepris une démarche thérapeutique pour briser ce schéma familial toxique. Elle ne m'a pas reparlé de mon appartement depuis 2 mois. Nathan a finalement opté pour des études d'informatique, malgré les réticences initiales de maman. Lorsqu'elle a esquissé des reproches, elle s'est aussitôt ravisée, s'est excusée, et lui a dit, c'est ta vie, Nathan. Je te fais confiance pour prendre les bonnes décisions. Les proches se sont peu à peu adaptés à cette nouvelle dynamique. Certains estiment que je me suis montré trop sévère. D'autres, en revanche, m'ont remercié en privé d'avoir brisé ce cercle vicieux. Tante Linda m'a confié la semaine dernière que maman s'était excusée auprès d'elle pour ses années de mensonges et de dissimulation, en assumant l'entière responsabilité de ses actes sans chercher à rejeter la faute sur autrui.
Mais la plus grande évolution concerne ma relation avec mon père. Les agissements de maman ayant été exposés, nous reconstruisons patiemment nos liens. Il se déplace désormais à Chicago une fois par mois. Nous prenons un café, nous discutons de nos projets professionnels, et nous rattrapons lentement ces années d'absence. Il s'est excusé à plusieurs reprises de nous avoir laissés sous l'emprise de maman, et a lui aussi entamé un suivi thérapeutique. Je pensais que mon départ vous préserverait de nos conflits de couple, m'a-t-il confié récemment. Je n'avais pas réalisé que je vous laissais sans défense face à son emprise. La semaine dernière a marqué le 3e mois après notre explication. Maman m'a appelé simplement pour prendre de mes nouvelles, de façon tout à fait saine. Comment se passe ton travail, Michael? Très bien. Je suis très pris par un nouveau projet. C'est formidable. Je ne te dérange pas plus longtemps, je voulais simplement te dire que je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Pas de reproches, pas de détours, aucune arrière-pensée. Juste une mère et son fils partageant un échange ordinaire. Je conserve toujours l'ensemble des enregistrements. Ils sont sauvegardés, cryptés, et stockés en lieu sûr. Non plus comme un moyen de chantage, mais comme un témoignage. Un rappel de la gravité de la situation passée, du chemin parcouru, et de l'importance absolue des limites à ne pas franchir. Mon thérapeute me répète que je ne lui accorderai peut-être plus jamais une confiance aveugle, et c'est tout à fait normal. La confiance se mérite, et elle a passé des décennies à la saper. Néanmoins, nous construisons quelque chose de nouveau. Ce n'est ni la relation d'emprise absolue qu'elle appelait de ses vœux, ni cette rupture définitive que je croyais inévitable, mais un équilibre bien plus sain. Émilie m'a demandé récemment si je regrettais d'avoir tout enregistré, ou si j'aurais préféré agir différemment. Non, lui ai-je répondu en toute franchise. Parfois, le seul moyen de mettre un terme à l'emprise est de la révéler au grand jour. Il faut parfois menacer d'utiliser les grands moyens pour contraindre les gens à évoluer. Même s'il s'agit de notre famille, et surtout s'il s'agit d'elle. Car ce sont les proches qui possèdent le plus grand pouvoir de nous blesser. Elle a acquiescé, manifestant une compréhension dont elle aurait été incapable il y a encore 3 mois. Mon appartement demeure mon refuge, mais il n'a plus l'allure d'une forteresse à défendre. Mes proches me rendent visite lorsqu'ils y sont invités, et ils respectent scrupuleusement mon espace et mes limites. Maman a même complimenté ma décoration intérieure la semaine dernière, sans émettre de critiques, et sans faire la moindre allusion aux conditions de vie d'Émilie. L'autre jour, en consultant mon téléphone, j'ai failli supprimer l'application d'enregistrement, mais je l'ai finalement conservée. Non pas pour ma famille, car je ne pense pas en avoir de nouveaux besoins avec eux, mais parce que le monde regorge de personnes manipulatrices, et que j'ai appris l'importance de garder des traces. Le thérapeute de maman m'a d'ailleurs contacté, avec son accord, pour m'adresser ses remerciements. Votre démarche a été rude, mais indispensable. Parfois, les individus ont besoin d'être confrontés à l'entière responsabilité de leurs actes pour évoluer. Votre mère s'engageait dans une voie qui aurait détruit votre famille. Ces enregistrements l'ont forcé à ouvrir les yeux sur la réalité. J'ai partagé mon témoignage de manière anonyme sur plusieurs forums d'entraide pour personnes confrontées à des familles toxiques. Les retours ont été extrêmement nombreux. Tant de gens subissent des abus similaires, tout en se sentant impuissants à y mettre un terme. Mon récit leur apporte de l'espoir, et des conseils concrets, consigner chaque fait, poser des limites claires, et se tenir prêt à en appliquer les conséquences. Mais la leçon essentielle reste que le changement est possible. Même les schémas familiaux les plus destructeurs peuvent s'améliorer, à condition que chacun accepte de s'investir dans ce travail de reconstruction. Maman conservera sans doute toujours certains traits narcissiques, tant ces mécanismes sont ancrés en elle, mais elle s'efforce de les canaliser. Nous ne formerons probablement jamais cette famille idéalement unie qu'elle projetait dans ses rêves d'emprise, mais nous devenons quelque chose de bien préférable, une famille d'adultes indépendants, qui font le choix de s'aimer tout en respectant l'espace de chacun. Nathan l'a très bien formulé lors d'un dîner la semaine dernière, nous ne sommes pas les Henderson que maman voulait que nous soyons, nous sommes les Henderson que nous avons choisi d'être. Et, honnêtement, c'est largement suffisant. Mon appartement reste le mien. Emily et Brandon vivent heureux dans leur studio, tout en économisant pour trouver mieux. Nathan s'épanouit dans sa filière d'études. Maman poursuit sa thérapie, et a reconstruit sa vie de couple. Mon père est de retour à nos côtés, et nos proches se sont habitués à cette nouvelle normalité. Tout a commencé le jour où j'ai appuyé sur la touche d'enregistrement de mon téléphone. Un simple acte de légitime défense, qui a tout bouleversé.
À tous ceux qui lisent ces lignes et qui subissent des pressions familiales, documentez absolument tout, fixez vos limites, et tenez-vous prêt à agir. Et n'oubliez jamais que vous avez droit au respect, y compris de la part de vos proches, et surtout de leur part. Les enregistrements existent toujours, cryptés et sécurisés. C'est une arme de dissuasion massive dont je n'aurai probablement plus jamais besoin, mais maman sait qu'ils sont là. Nous le savons tous. Et cette certitude que chaque acte a des conséquences, et que l'abus peut être exposé, nous incite à rester honnêtes les uns envers les autres. Désormais, nos réunions de famille sont plus restreintes, mais authentiques. Les échanges sont prudents, mais sincères. L'affection est réelle, et n'est plus instrumentalisée comme un moyen de chantage. Ce n'est pas parfait, mais c'est sain. Et, après 27 ans de dysfonctionnement, un climat sain ressemble à un véritable miracle. Je m'appelle Michael, et voilà comment j'ai sauvé ma famille, en menaçant de la détruire.